Le descendant. J'écris couché sur ce que le docteur dit être mon lit de mort, et ma plus grande déception serait qu'il se soit trompé. Mon enterrement devrait avoir lieu la semaine prochaine. Il y a dans Londres un homme qui se met à hurler chaque fois que les cloches sonnent dans les églises. Cet homme vit seul, avec son chat au pelage rayé, à la pension Gray's Inn. Les gens l'appellent le fou pacifique. Sa chambre est pleine de livres enfantins, inoffensifs, qu'il feuillette des heures durant. Tout ce qu'il souhaite dans la vie, c'est de ne pas avoir à penser. Pour quelque motif singulier, la pensée lui est une chose insupportable, et il fuit comme la peste toute forme d'imagination. Maigre, gris et ridé, certains affirment cependant qu'il n'est pas aussi vieux qu'il en a l'air. En proie à une perpétuelle terreur, il tressaille au moindre bruit. Les yeux s'agrandissent alors, démesurément, et son front se couvre de sueur. Il n'a plus ni amis, ni compagnons, ce qui lui évite de répondre aux questions. Les gens qui ont connu naguère cet homme érudit, cet esthète, disent que c'est une vraie pitié de le voir maintenant. Il les a peu à peu perdus de vue au cours des années, et aujourd'hui, personne ne pourrait dire s'il a quitté le pays ou s'il se cache de ses relations dans une retraite isolée. Installé depuis 10 ans à Gray's Inn, il n'avait jamais évoqué son passé, jusqu'au soir où le jeune Williams acheta le Necronomicon. Williams était un rêveur de 23 ans à peine. Quand il s'installa dans la vieille demeure, il perçut immédiatement l'étrange souffle cosmique qui émanait de ce vieillard grisonnant dont la chambre jouxtait la sienne. Et il réussit à imposer sa présence là où de vieux amis avaient échoué. Les crises d'effroi qui s'emparaient parfois de cet observateur attentif, décharné et hagard, le fascinaient. De fait, l'homme passait son temps à regarder et à écouter, plus avec son esprit qu'avec ses yeux ou ses oreilles. Et il semblait aussi tenter de fuir quelque chose en s'absorbant dans des romans gais et insipides. Mais lorsque les cloches des églises se mettaient à sonner, il abandonnait tout, se bouchait les oreilles, et ses hurlements, auxquels s'associaient ceux du chat gris, ne cessaient qu'avec le dernier battement de cloche. William avait beau essayer de découvrir le secret de son compagnon, il n'y arrivait pas. L'étrange vieillard avait une attitude assez peu en rapport avec son aspect physique. Il affichait un éternel sourire, et il s'exprimait en babillant fiévreusement, s'excitant d'une façon puérile pour des vétilles. Sa voix, parfois, atteignait un ton de fausset qui la rendait incohérente. Williams, cependant, ne fut pas étonné de l'entendre parler de Harrow et d'Oxford, car ses remarques, même les plus anodines, portaient l'empreinte d'une vaste érudition. L'inconnu se révéla être Lord Northam, dont le château situé dans le Yorkshire était l'objet d'étranges récits. Lorsque William essaya de parler des origines romaines de cette demeure, Lord Northam refusa d'admettre qu'il y eut quoi que ce fût d'anormal en ces lieux, balayant d'un rire étouffé les allusions aux cryptes souterraines creusées dans le solide rocher au-dessus de la mer du Nord. Les choses en restèrent là, jusqu'au soir où William apporta le Necronomicon.
écrit par l'arabe fou Abdul Lazred. Il connaissait l'existence de ce livre maudit depuis l'âge de 16 ans. Depuis qu'il s'intéressait au fantastique, et qu'un vieux libraire de Canton Street lui avait parlé de ce curieux document qui faisait pâlir d'effroi tous ceux qu'il avait eus entre les mains. Le libraire lui apprit que 5 exemplaires seulement avaient survécu aux autodafés et aux interdits. Tous étaient craintivement cachés par ceux qui les détenaient. Par chance, Williams en avait découvert une copie dans la boutique d'un juif, dans le sordide quartier de Clare Market, là où il achetait souvent des choses étranges, et il avait pu l'acquérir pour un prix très modique. Lorsqu'il fut en possession de l'ouvrage, le vieux lévite le regarda partir avec un singulier sourire caché dans sa barbe bouclée et en gloussant d'une manière inquiétante. La volumineuse couverture de peau, avec son fermoir en cuir, était si belle, le prix si ridiculement bas, que William, relisant le titre du livre introuvable, ressentit une joie extrême. Quelques-uns des diagrammes figurant dans le texte latin déclenchèrent chez lui un flot de souvenirs si inquiétants et si mystérieux qu'il se mit aussitôt à les déchiffrer. Mais lorsqu'il s'aperçut que les mélanges de caractères gothiques et de bas latin dépassaient ses compétences de linguiste, force lui fut d'appeler à l'aide son étrange ami. Lord Notham, qui débitait des inanités à son chat, sursauta violemment lorsque le jeune homme entra. À la vue du titre du volume qu'il lui apportait, le vieil homme s'évanouit. Après avoir repris ses sens, il raconta son histoire. L'histoire fantastique d'une folie, dans un murmure rapide et plaintif, qu'il voulait convaincant pour obliger son compagnon à brûler cette édition maudite et à en éparpiller les cendres. Le livre apportait, dit Lord Notham, le malheur dès les premières pages, et lui-même n'en serait pas arrivé à de telles extrémités s'il n'avait pas poussé ses recherches aussi loin. Lord Notham était le 19e baron d'une lignée dont les origines se perdaient très loin dans le passé. On disait, dans sa famille, qu'elle remontait à l'époque d'avant les Saxons, jusqu'à un certain Luneus Gabinius Capito, tribun militaire dans la 3e légion d'Auguste, stationné à Lindum, en Grande-Bretagne romaine, qui avait été sommairement cassé de son commandement pour avoir participé à certains rites n'appartenant à aucune religion connue. Gabinius, disait-on, avait découvert une caverne creusée au flanc de la falaise, où se réunissaient dans l'obscurité d'étranges personnages venus y faire le signe ancien. Ces créatures, dont les Bretons eux-mêmes avaient peur, étaient les derniers survivants d'une contrée de l'Ouest disparue sous les eaux et dont il ne subsistait que des îles couvertes de cercles de pierre et de menhirs. La légende disait que Gabinius avait fait construire, au-dessus de cette grotte interdite, une citadelle inexpugnable dont les Pictes et les Saxons, les Danois et les Normands, n'avaient jamais réussi à s'emparer. On n'était pas certain que l'audacieux lieutenant du prince noir, qu'Édouard III avait fait baron de Northam, fût issu de cette lignée, mais on en parlait souvent et cela ne paraissait pas invraisemblable. En vérité, la construction du donjon de pierre de la citadelle ressemblait de façon étonnante à l'architecture du mur de Hadrien. Enfant, Lord Northam était assailli de rêves étranges quand il dormait dans la partie la plus ancienne du château.
Il avait pris l'habitude, au réveil, de rechercher dans sa mémoire les scènes étranges, les situations confuses et les impressions vagues qu'il avait ressenties ou dans lesquelles il s'était trouvé pendant son sommeil et qui étaient fort différentes de son expérience vécue. Il devint rêveur par réaction contre sa vie monotone où il ne puisait aucune satisfaction. Ces exaltations le conduisirent vers des royaumes imaginaires et chimériques, jadis familiers, aujourd'hui invisibles sur cette terre. Il était convaincu que notre monde terrestre n'était qu'un simple atome perdu au milieu d'un univers immense et inquiétant. Persuadé également que ces terres de l'inconnu faisaient pression sur la sphère du connu, prêt à la pénétrer de toutes parts, Northam avait acquis dans sa jeunesse, et dans les premiers temps de sa maturité, toutes les connaissances possibles sur la religion et les mystères de l'occultisme. Mais avec l'âge, les limites et la banalité de son existence lui devinrent de plus en plus intolérables. Il se prit alors de passion pour le satanisme, passant les plus clairs de son temps à dévorer avidement toutes les doctrines et les théories qui paraissaient lui promettre d'autres ouvertures que les lois invariables et étroites de la nature. Des livres comme le récit chimérique d'Ignatius Onelli sur l'Atlantide, ou comme ceux qu'avaient écrits une douzaine de précurseurs de Charles Fort, l'enthousiasmaient par leurs divagations. Il n'hésitait pas à parcourir des lieux et des lieux pour se rendre compte sur place d'un détail étrange sur l'histoire d'un village. Une fois, il partit pour le désert d'Arabie à la recherche d'une cité sans nom, dont il avait vaguement entendu parler et que personne n'avait jamais vue. Une foi insatiable et fanatique l'amenait à croire qu'il existait quelque part une porte permettant à celui qui la trouverait de pénétrer dans les profondeurs des mystères dont les échos obsédaient sa mémoire. Peut-être ces échos lointains se trouvaient-ils dans le monde visible. Peut-être n'était-il qu'une extrapolation de son esprit divagant. Mais peut-être aussi, dans une partie inexplorée de son cerveau, détenait-il la clé mystérieuse. La clé qui lui ouvrirait enfin les portes des civilisations oubliées et futures, et l'accès à des dimensions perdues qui le conduiraient aux étoiles, à l'infini, à l'éternité.